Merci. Bonsoir, je suis très heureux d'être ici à cette 30e Université d'été d'Andorre et je remercie beaucoup l'accueil très chaleureux qui nous a été fait et de pouvoir discuter ce soir avec vous de ces problèmes si importants. Je suis désolé, mon catalan est pas du tout bon et donc je suis obligé de parler en français. Je vais essayer de parler pas trop vite de façon à ce que la traduction soit possible. Mon rôle ce soir, c'était de présenter, c'est de présenter une vue d'ensemble de la situation économique et des transformations économiques en très peu de temps, en quelque sorte, de résumer la situation économique de façon à ce que, durant les jours qui viennent, sur lesquels vous allez discuter de pouvoir et contre-pouvoir, vous puissiez avoir en tête cette vision générale qu'on a déjà d'ailleurs introduite avec la politique internationale. Donc c'est ça que je vais tenter de faire et je vais, comme l'indique ce transparent, vue d'ensemble sur les transformations de l'économie mondiale 1980-2013. Le premier point qui ne va pas vous étonner, c'est de montrer que dans cette évolution, on a connu, vous le savez bien, mais il faut bien commencer par là, on a connu une financiarisation extrême de l'économie. Le poids de l'économie, le poids de la finance est devenu de plus en plus important dans l'économie. Alors je vous ai proposé ce petit diagramme. Vous avez en bas, en abscisse, les années 1980 à 2006, et ici vous avez une représentation de l'ensemble des grands actifs financiers au niveau mondial. C'est une étude de McKinsey et c'est très rare d'avoir comme ça des données mondiales sur la finance. Donc ici, ce qui est pris en compte, comme vous le voyez en haut, c'est equity securities, c'est-à-dire disons les actions, les dettes privées, les dettes publiques et les dépôts. On a laissé de côté ce qu'on appelle les produits dérivés qui jouent un autre rôle. Et donc ça, c'est vraiment les actifs financiers stratégiques de l'économie mondiale. Ce que vous voyez ici immédiatement, c'est qu'on est passé, on est en trillions de dollars, c'est-à-dire 1000 milliards de dollars, et on est donc passé de 12 trillions en 1980 à 167 en 2006. Et donc c'est évidemment une croissance tout à fait prodigieuse, mais pour la mesurer véritablement et en prendre toute la mesure, il faut la ramener à la croissance simultanée des économies réelles. Donc ce qu'ont fait les auteurs de ce rapport, ça a été de calculer le rapport entre ces actifs financiers et la production réelle qui a été calculée à partir du PIB mondial, ou ce qu'on appelle le GDP en anglais mondial. Et ce que vous observez, c'est que cette rapport n'a cessé de croître. C'est la dernière ligne qu'on appelle financial depth, la profondeur financière. En 1980, ces 12 trillions correspondent à peu près au PIB mondial, c'est-à-dire que pour un dollar de finance de ce type-là, il y a $1 de grandeur réelle. Alors que en 2006, on est passé à 346, c'est-à-dire que désormais la sphère financière fait à peu près 3,5 fois la sphère réelle. Donc le point important à comprendre, c'est que donc désormais on a une croissance non pas proportionnelle, ce qui pourrait se justifier par les facteurs économiques, mais une proportion, une évolution bien plus que proportionnelle que la grandeur réelle. Je pense que personne n'est étonné, mais on va approfondir ce diagnostic. Pour l'approfondir, on peut prendre les mêmes données et cette fois-ci appliquer donc les mêmes actifs financiers et on regarde la situation américaine. Et on ne va pas rentrer dans les détails, mais vous voyez, vous retrouvez, et là à nouveau, cette courbe, elle est par rapport à la production américaine. Donc c'est le niveau par rapport à la production américaine qui évidemment entre 1885, 1900 et 2008 a augmenté. Donc ce que vous voyez, c'est une augmentation
à nouveau phénoménale, puisqu'on est à peu près dans les niveaux de 4 fois la production en termes de grandeur financière. Mais on a plus d'enseignements dans ce graphique que nous en avions dans le précédent. D'abord, premièrement, nous apercevons que nous sommes dans une époque exceptionnelle. C'est-à-dire que, bien sûr, on a connu une mondialisation, ce qu'on appelle la première mondialisation avant 14, mais ce que vous observez, c'est que cette financiarisation, ce degré de financiarisation est totalement inconnu dans l'histoire du capitalisme. Le deuxième point qu'il faut remarquer, c'est qu'il y a une rupture qui se passe en 1980, sur laquelle je vais parler beaucoup ce soir. Donc en 1980, si vous voulez, dans la période des 30 glorieuses, si vous faites 1950, enlevons le pic 240 qui correspond aux dettes publiques issues de la guerre. Si vous prenez 1950-1980, vous avez une période où c'est assez stable, ce rapport de financiarisation, ce qui, d'ailleurs, montre que la croissance n'est pas liée à la financiarisation. La période 50-80, ou la période dite des 30 glorieuses, est une période de très grande prospérité et de très grande croissance, sans qu'il y ait nécessairement une augmentation de la financiarisation, car c'est bien une des idées qu'on a de penser que la financiarisation aurait pu se justifier par ce fait. Mais non, dans cette période, on a une grande croissance et pas d'augmentation de la financiarisation. Par contre, à partir de 1980, il se passe quelque chose dans le système économique, c'est là le point de la réflexion de ce soir, qui apparaît dans cette explosion, car il faut bien parler d'explosion de la finance à partir de 1980. Voilà. Vous trouvez ce point de 1980, ici à nouveau un graphique qui, excusez-moi, il y aura beaucoup de graphiques, mais il me semble que ça permet d'illustrer les idées. En abscisse, vous avez toujours les années, 1960 à 2008, et là vous avez, on va regarder la courbe, la courbe en gras, noir-gras qui nous intéresse, et c'est la capitalisation industrielle. Et le point simplement que je voulais montrer, parce que le temps passe vite, c'est que cette rupture de 80, on la voit à nouveau, puisque vous voyez que la capitalisation boursière américaine, en pourcentage c'est toujours les mêmes types de données, ça c'est les données américaines, et la capitalisation boursière en pourcentage du PIB américain, elle est constante dans les 30 glorieuses, et vous voyez bien la coupure 1980. C'est une coupure qui est étonnante, parce que 1980, c'est évidemment c'est 78-82, mais c'est une coupure qui apparaît absolument massivement dans toutes les données macroéconomiques, et qui prouve donc qu'il se passe quelque chose de tout à fait important. Depuis, je vous ai ici proposé des données plus récentes, depuis, prenez simplement la variable du haut, on s'aperçoit donc que ce même indicateur toujours d'actifs financiers sur PNB, donc il a, vous voyez les chiffres, 7,8 de croissance, c'est entre 80 et 2000. Ensuite, ça augmente, c'est toute l'affaire de la bulle des subprimes, à 8,1. Et depuis, ça continue à augmenter. Hein. Ça augmente beaucoup moins vite, à 1,9%. Mais ce rapport, il ne faut pas croire en quelque sorte que la crise des subprimes a arrêter le processus de financiarisation. Effectivement, il y a eu quelques effets, et si on regardait, on avait le temps, on verrait que certaines années, exceptionnellement, ce qui ne s'était pas vu, le ratio a baissé, mais globalement, nous sommes bien, continuons à être sur une courbe de croissance qui donc pose un certain nombre de problèmes, même si cette croissance est moindre. À nouveau, excusez-moi, il y en a quelques-uns comme ça, mais il me semble que ça plante bien le décor, et après j'en viendrai aux analyses analytiques. Autre graphique, celle de l'économie américaine, parce qu'évidemment elle est emblématique de ces transformations. C'est la dette totale, selon, peu importe au fond les calculs, la dette totale sur le PIB, et à nouveau vous avez les mêmes phénomènes que j'analysais tout à l'heure, le palier des 30 glorieuses, ou une légère croissance, et là une bulle de dette qui est tout à fait importante. Si on va un peu plus dans les détails, et si on regarde ça, c'est la même chose sur les années 1946-2008, c'est le même graphique qui va à peu près de 150% à plus de 350. Ce que vous voyez ici qui est intéressant, ah oui, c'est ça.
Ce que vous voyez ici qui est intéressant, c'est, je ne sais pas si vous voyez le point, j'ai du mal à le voir, ou alors je ne sais pas, mais... Ah oui. Oui. Vous voyez ici, vous avez deux masses qui croissent de grande manière, alors que les autres sont à peu près stables. Ce sont la finance elle-même, celle-là, et les ménages, les dettes de ménage. Et le point important, c'est surtout la finance. En fait, un des points cruciaux de cette croissance, elle vient du secteur financier elle-même. Il y a une croissance du secteur financier qui est absolument prodigieuse et qui compte pour beaucoup. Hein, vous voyez, il avait très peu cette place de l'intermédiation, en quelque sorte, de la finance. Elle était très petite et là, elle est devenue tout à fait grande. J'ai donné quelques chiffres, mais je passe. Donc, deuxième partie, ça c'est un peu le constat. Je pense que donc personne n'est étonné, mais enfin, on a vu d'une part l'importance du secteur financier et d'autre part la question de l'année 1980. Alors, l'analyse par rapport à ces phénomènes, évidemment, est controversée, comme tout l'est en sciences sociales et en particulier en sciences économiques. Ce que le courant de pensée dans lequel je m'inscris et la thèse que je vais essayer de défendre, c'est que les évolutions du capitalisme ne sont pas des évolutions seulement quantitatives. C'est-à-dire que, évidemment, le capitalisme est une structure économique qui perdure dans l'histoire depuis qu'il est né et qui se définit, disons, par trois rapports fondamentaux qui seraient le rapport de marchandises, le rapport salarial dans la production et, disons, les rapports politiques et l'État. Donc ça, c'est le capitalisme, le salariat, la marchandise et pour partie l'État. Donc ça se maintient dans l'histoire, mais ça apparaît de manière, ça apparaît concrètement dans des formes institutionnelles qui peuvent varier de manière extrêmement forte. Et cette idée que j'essaye de défendre, au contraire, nous conduit à dire que nous pouvons séparer l'histoire du capitalisme dans des périodes de régimes, ce que j'appellerais des régimes institutionnels, des configurations d'institutions qui sont tout à fait différentes. Et que les propriétés, en quelque sorte, du capitalisme doivent être analysées à partir de chacun de ces régimes institutionnels. Et le point important de cette proposition conceptuelle, c'est que précisément, ce que je voudrais montrer, c'est qu'entre les 30 Glorieuses et aujourd'hui, il s'est passé cette rupture dans le capitalisme, et ces ruptures se passent de manière traditionnelle par une grande crise. Donc le schéma que j'ai en tête, c'est qu'il y a eu le capitalisme des 30 Glorieuses, celui de la croissance, qu'on va appeler, pour des raisons que je vais expliquer tout à l'heure, capitalisme fordien ou fordiste, c'est ce que j'appelle fordisme. Donc il y a eu cette forme de capitalisme dans les années 50-60 qui a connu une crise au moment de l'inflation et de la stagflation, et cette crise a donné lieu à un nouveau type de capitalisme dont le dénominatif, dont le qualificatif peut varier. J'ai proposé néolibéralisme parce que c'est le plus classique. On parle fréquemment de capitalisme néolibéral. C'est comme ça je l'appellerais. Dans certains de mes travaux, j'appelais ça avant capitalisme patrimonial ou capitalisme financiarisé. C'est simplement donner une étiquette. Le problème du mot néolibéral, c'est qu'il amène à des tas de problèmes très intéressants de doctrine. C'est pas ce qui m'intéresse. Néolibéral, c'est simplement l'étiquette que je donne au nouveau régime de capitalisme dont on a vu que sa caractéristique importante était la financiarisation. Donc, ce que je voudrais vous montrer, c'est pour analyser les pouvoirs, ce qui est notre objet, les pouvoirs aujourd'hui, la nature de l'économie et de ses pouvoirs, c'est analyser leur transformation quand on est passé de ce capitalisme fordiste, je vais expliquer sur ces termes, ça vient de Henry Ford, au capitalisme donc qu'on appellera néolibéral. C'est ça que je voudrais faire. Et pour le faire, je vais justement m'appuyer sur les questions qui nous intéressent, et celle du pouvoir. Même si d'ailleurs c'est une question qui est au fond peu analysée par les économistes, mais qui me semble en effet une question importante. C'est qu'on peut dire qu'il y a justement une transformation dans la nature des pouvoirs. Alors, qu'est-ce que c'est que le pouvoir dans l'économie?
fondamentalement, le pouvoir dans l'économie, c'est, me semble-t-il, le pouvoir de contrôle et même de détermination de la production. C'est le pouvoir essentiel, c'est le pouvoir de la production, de ceux qui produisent et de ceux qui déterminent la production et l'investissement. On sait bien que dans le capitalisme, par définition, c'est les propriétaires du capital qui sont qui possèdent le pouvoir parce que c'est eux qui sont capables ou non de mettre en œuvre la production, etc. Vous voyez bien ce schéma. Donc, une première forme, je dirais, de ce pouvoir de contrôle, ce que je voudrais vous montrer, c'est que ce pouvoir qui est toujours d'essence capitaliste, puisqu'il a trait au contrôle des moyens de production, il peut prendre dans le capitalisme des formes différentes selon les régimes institutionnels. On peut dire que la forme la plus simple, celle peut-être qui vous vient à l'idée, premièrement, c'est le contrôle qu'on appellerait le contrôle majoritaire. C'est-à-dire il y a une famille qui détient des moyens de production et donc évidemment ils ont un contrôle sur l'entreprise, même si évidemment il faut qu'elle prospère et qu'elle fasse des profits. Mais il y a un contrôle qui est contrôle majoritaire. Donc une grande partie du capital, même aujourd'hui, est sous cette forme de contrôle majoritaire à travers des familles. Le point important, c'est que dans ce système, le marché n'intervient pas. Il n'y a pas de marché à proprement parler du capital, parce que précisément dans ces systèmes de contrôle majoritaire, la détention des droits de propriété est tellement importante que précisément on la met hors marché. Et donc il y a plusieurs formes de capitalisme selon la nature de comment on gère ces blocs de contrôle. Un des plus connus, donc ça serait le capitalisme familial, donc c'est des familles, la famille, etc. Vous voyez bien ce que je veux dire. Un autre, c'est ce qu'on appelle le capitalisme rénant, qui contrôle les blocs de contrôle, de référence des actionnaires à travers des banques, les house banks, les banques qui sont associées aux entreprises. Donc c'est aussi un système donc, de contrôle majoritaire. Donc c'est un premier schéma de contrôle qui évidemment perdure dans toute l'histoire du capitalisme, mais dont la part relative varie. Ce qui a été étonnant à partir des années 30, c'est de voir, et beaucoup d'analystes l'ont noté, c'est de voir que ce contrôle diminuait beaucoup en importance et qu'on était passé sur un autre type de contrôle, qui est le contrôle managérial. Parce que en particulier, la propriété du capital s'étant tellement diluée à travers des portefeuilles individuels dans les marchés des actions, que ceux qui détenaient véritablement le pouvoir économique, c'était les managers, le management, ce qu'on appelle le pouvoir managérial. Et le Fordisme, c'est un capitalisme managérial, c'est-à-dire que l'acteur essentiel du Fordisme, c'est les managers. Et la figure emblématique de ce capitalisme déjà un peu vieux, moi je l'ai connu évidemment, mais je pense pour les jeunes générations, ça peut paraître quasiment exotique. La forme emblématique, ce sont les grandes entreprises manufacturières et les grandes entreprises industrielles, Renault pour la France et pour les États-Unis, General Motors, General Electric, etc. C'est ça la forme emblématique de ce capitalisme, un capitalisme managérial qui est un contrôle par les managers, qui n'ont pas à faire, les actionnaires ont quasiment aucun pouvoir, et à travers des grandes entreprises. Et d'ailleurs, le propriétaire, le manager se sent plutôt salarié que du côté des actionnaires, et d'ailleurs le rapport entre son salaire et celui des salariés va être raisonnable, si on veut, par rapport à ce que nous connaissons aujourd'hui. Alors, c'est très net, prenez par exemple ce tableau qui représente les 10 plus grandes entreprises américaines, les 10 plus grands employeurs américains. Vous comparez 1960, qui est donc en plein dans la phase fordienne, à 2007, et c'est frappant. En 1960, vous avez quasiment que des producteurs, General Motors, ATT, Ford, General Electric, US Steel. Sears, c'est
et dans le secteur de la distribution, Exxon, Bechtel Steel, etc. Donc vous avez un capitalisme vraiment de ces grandes entreprises qui ont fait le succès des États-Unis, de cet emploi stable, des salaires élevés, des retraites, etc. Parce que ces entreprises avaient avec pour objectif de maintenir une main-d'œuvre stabilisée et qualifiée. Aujourd'hui, c'est quasiment que du tertiaire. Walmart, UPS, McDonald's, du tertiaire ou de la finance. Citigroup, Target, Sears, tout ça c'est du tertiaire. IBM c'est un peu différent. General Electric c'est moitié-moitié puisque une grande partie désormais de ces activités c'est du service financier. Voilà, ça c'est la transformation dont je vous parle. La première chose c'est ce fait que le capitalisme, le contrôle managérial dominait. Aujourd'hui il ne domine plus. Alors qu'est-ce qui domine aujourd'hui? Si vous regardez ce que j'ai fait ici, c'est que ce que j'ai fait ici, c'est que vous avez la structure du capital pour 3 pays, l'Allemagne, le Royaume-Uni et les États-Unis dans la dernière période. Hein, donc c'est pas une question de comparaison, mais ce qu'on voit, on ne va pas détailler l'analyse, elle serait extrêmement intéressante. Prenons les États-Unis. La chose intéressante aux États-Unis, c'est que le capital est détenu non plus comme il l'était si j'avais ici eu la bonne idée de prendre le capitalisme américain sur longue période, en 1945, vous avez 95%, c'est individuel. La propriété, c'est des actionnaires individuels, des actionnaires minoritaires individuels. Le capitalisme américain, c'est qui maintenant? C'est un peu des firmes d'assurance, bon, très peu, c'est des fonds de pension et des firmes d'investissement. C'est-à-dire un nouvel acteur, et qui me semble être l'acteur sur lequel je voulais venir jusqu'à maintenant pour cette longue introduction, c'est ces fonds d'investissement, ce qu'on appelle les investisseurs institutionnels, qui sont le grand acteur qui caractérise le capitalisme néolibéral de mon point de vue. Vous le voyez ici, ils sont tout à fait massifs et si maintenant on se souvient de cette courbe qui représentait la capitalisation boursière, si vous regardez le total des actifs des institutionnels, vous voyez, c'est l'autre courbe, et bien vous voyez qu'à peu près au même moment, aux années 80, elle commence à croître de manière absolument prodigieuse pour devenir donc c'est les fameux fonds de pension et c'est les fameux fonds mutuels qui sont ici au cœur du capitalisme néolibéral. Notez, mais on n'a pas le temps, mais ce serait intéressant, vous voyez, le cas, par exemple, on voit tout à fait le cas spécifique de la banque, il reste beaucoup du capitalisme rénan, il ne faut pas croire qu'il était distribué, et vous le voyez, sa spécificité par le rôle des banques dans la détention du capital, qui n'a aucune contrepartie, ça n'a pas de sens dans les autres pays, pour différentes raisons. Et l'autre point allemand différent, c'est ce qu'on appelle les participations croisées. C'est des organisations de blocs de contrôle entre les entreprises elles-mêmes, qui était un des moyens pour le capitalisme managérial de contrôler son capital à partir des alliances entre firmes. Ça existe beaucoup en France, on a aussi la même chose. Le cas français, s'il était là, ce serait le rôle de l'État qui a été très important dans ce capitalisme managérial, dans le contrôle de la propriété à travers justement les actions de l'État ou les actions des participations croisées. Mais néanmoins, dans tous les pays, la part de ces investisseurs institutionnels qui peuvent varier selon les législations, les assurances, les fonds de pension, les firmes d'investissement, partout, elles forment une part importante. Ici, j'ai une citation en français d'un analyste, Jean Perlevade, sur ça. Il écrit en 2006, mais ça n'a pas changé. Les fonds de pension américains gèrent aujourd'hui près de 10 000 milliards de dollars, donc 10 trillions, dont la moitié en actions, ce qui fait qu'ils détiennent plus de 30% de la capitalisation boursière des USA. En 1950, fonds de pension et fonds mutuels possédaient conjointement moins de 3% des actions cotées, contre près de 40% à la fin des années 90. La détention directe d'actions par les ménages américains est devenue minoritaire. Et ça a donné lieu à un nouveau type de pouvoir
qui est pour moi ce que je vais appeler donc le pouvoir, c'est le pouvoir de ce que j'ai appelé le pouvoir de la finance. Car cette question de qu'est-ce que c'est que le pouvoir aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que le pouvoir de la finance, demande un peu à être compris. Et donc dans l'analyse que je fais, c'est qu'il y a ce qui est intéressant dans ce pouvoir de contrôle, dans ce contrôle, c'est que, il faut bien le comprendre, ce n'est pas un contrôle majoritaire. C'est-à-dire que ces acteurs, ils jouent dans les conseils d'administration, mais c'est pas eux ils n'ont pas suffisamment de capital. Les fonds en question possèdent que des petites portions de capital. Ce sont des actionnaires minoritaires. Et donc à mon avis, la beauté du capitalisme néolibéral, c'est ce rôle des minoritaires, non plus du contrôle majoritaire, mais du contrôle des minoritaires. Comment c'est possible, cette chose d'un contrôle par des minoritaires? Parce que ça passe par le marché. L'influence du contrôle passe par le marché et par la valeur de marché. Et c'est ça qui me semble être ce qu'on peut appeler aujourd'hui la caractéristique du pouvoir, que vous connaissez bien par ailleurs, qui est donc sur plusieurs jambes, c'est les marchés financiers et les fonds, les investisseurs institutionnels, parce que le contrôle des entreprises passe par le contrôle de la valorisation en bourse. C'est cette forme complètement nouvelle, totalement inédite dans l'histoire du capitalisme, qui donne ce rôle au marché financier. Et pour comprendre ce que la finance aujourd'hui, il faut bien comprendre ça, et je vais vous prendre un acteur qui va vous faire tout de suite mieux saisir cette chose et qui permettra d'aller vite, c'est les agences de notation. Un agent extrêmement puissant au niveau du capitalisme mondial, ce sont les agences de notation. Que sont des agences de notation ? C'est le contraire du contrôle majoritaire. Ils détiennent même pas de capital. C'est un pouvoir qu'on pourrait dire médiatique. C'est un pouvoir d'information. C'est un pouvoir de jeu sur le marché. C'est parce que c'est un acteur qui est central dans la valorisation de marché que les agences de notation ont son pouvoir. Et vous voyez, c'est un pouvoir de type nouveau. Ce n'est pas le contrôle majoritaire, ce n'est pas du contrôle managérial, ce n'est pas un contrôle par les fonds, ce que j'appellerais le pouvoir de l'argent, c'est-à-dire le pouvoir du créancier. Quand le débiteur a besoin d'argent, c'est une forme de pouvoir, le créancier. Et certainement, ils existent tous. Mais il y a une autre forme de pouvoir, qui est ce pouvoir qui passe par les marchés financiers, par leur influence sur la valorisation financière. Et c'est ce qui me semble être le plus spécifique aujourd'hui, dont l'acteur, je dirais, le bras armé, sont les fonds institutionnels du fait de l'ampleur des capitaux. Donc c'est pour ça qu'en fait le marché financier aujourd'hui est devenu, et pour beaucoup d'autres raisons, mais cette raison-là, peut-être parce qu'elle est moins connue que les autres, est devenue au cœur du capitalisme néolibéral, parce que l'ensemble des acteurs ont fait de la valeur en bourse le déterminant essentiel de leur conduite. C'est vrai dans ce qu'on appelle la corporate governance, la gouvernance d'entreprise, ou ce qu'on appelle encore la valeur actionnariale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les entreprises ont pour objectif premier non pas la gestion managériale d'un ensemble qu'ils essayaient de faire grandir, c'était le rêve du manager, la puissance du manager au temps du Fordisme, c'était de croître. Parce que sa puissance à lui, c'est sa puissance d'action sur le monde, et sa puissance d'action sur le monde, c'est sa taille. Aujourd'hui, le manager, la taille, ça n'a aucune importance. Il n'y a qu'une seule chose qui compte, c'est le profit et la valeur boursière. Et donc ça, si on peut l'obtenir en décroissant, il n'y a aucun problème, c'est aussi bien. Donc c'est ça ce changement de ce marché financier, de ce type de pouvoir du marché financier qui passe à travers la valorisation. Et je crois que ce rôle nous fournit une espèce de modèle qui me semble être une des clés du néolibéralisme, c'est qu'il y a un contrôle par la valorisation, par l'évaluation, et l'évaluation de marché nous fournit un modèle qui en fait se reproduit dans beaucoup d'autres sphères. L'université, pensez à la liste de Shanghai, au concours de Shanghai, j'ai oublié le terme,
au classement de Shanghai, le classement de l'ensemble des universités, etc. Il y a plein de formes d'évaluation qui sont sur le mode de l'évaluation financière. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que l'évaluation financière, elle ne dépend pas du tout des États. Elle est produite par un mécanisme particulier qui est complètement dans la sphère privée, hein, l'évaluation boursière, et qu'elle s'impose à l'ensemble du capitalisme qu'elle coordonne. Donc c'est pour ça qu'on n'a jamais connu de phase aussi, je dirais, coordonnée du capitalisme, même si c'est une coordination particulière, mais qui est représentée par l'unification du marché du capital à l'ensemble, au niveau de l'ensemble de la planète. Donc il y a une forme, vous voyez, de valeur qui s'impose, il y a une valorisation, une valeur, beaucoup de mon travail porte justement sur ce terme de valeur, il y a une valeur qui est aussi bien au sens moral que économique, il y a une valeur, un mode de pensée qui s'impose au niveau international à travers ce mécanisme et qui est déconnecté du mécanisme de l'État. Et ce que je disais tout à l'heure rapidement, j'y reviens, c'est que c'est un modèle qui existe dans beaucoup d'autres, qui se développent. Ces formes de valorisation directe, privée, qui court-circuite les États, cette mise en concurrence des États, d'une certaine manière, est tout à fait important. Donc la sphère que je connais le mieux, c'est la sphère universitaire et de recherche. On a donc ce classement de Shanghai, qui est un classement des universités, et il a des effets extrêmement importants dans toutes les politiques de recherche du monde entier, parce que chacun essaye d'être le meilleur dans ce classement. Pour ce qui est des chercheurs, c'est la même chose. On a des notations en recherche, on a des notations à partir de critères de revues, des critères d'articles, etc. Tous les chercheurs connaissent ça bien, à la fois dans les sciences sociales et dans les sciences de nature. Ce sont des critères d'évaluation mondialisés. C'est là qu'est le vrai pouvoir. C'est ce pouvoir, et c'est un pouvoir, vous voyez, de nature médiatique, c'est un pouvoir qui a trait à l'opinion, c'est une opinion, c'est une valorisation, mais qui a des effets globaux et qui existent sur le monde global, pas sur le monde global. Pensez aussi à la comptabilité. Hein, les normes de comptabilité donc, ont été créées par une institution privée et elles se sont diffusées au niveau européen. Donc vous avez ici un modèle de contrôle par la valeur. Je crois que nous sommes dans une époque où jamais le rôle des benchmarks, des références, des évaluations globales n'avait été aussi important. Je pense que son modèle de base, c'est le modèle financier qui a son importance parce que plus grande que les autres parce qu'elle contrôle la production, mais qui nous donne à voir, à mon avis, une des dimensions les plus importantes du néolibéralisme. Alors, et pour bien le comprendre, c'est le deuxième graphique que je vais vous montrer dans une seconde, c'est qu'il y a une autre idée qu'on avait par rapport au marché des actions. Quand vous pensez au marché des actions, vous pouvez dire, mais pourquoi est-ce qu'il nous raconte tout ça en disant que le marché des actions, c'est la question de la valorisation? Parce qu'il y a d'autres théoriciens qui diraient, le marché des actions, c'est pas du tout ça, elle domine parce que c'est du financement. Ce serait ce que j'appelais le pouvoir créancier. Ce que j'appelle le pouvoir créancier, c'est-à-dire le pouvoir de pouvoir prêter des fonds, hein, qui est évidemment un vrai pouvoir, et ce que je distingue. Donc on pourrait dire, oui, non mais c'est pas vrai, le marché des actions, les actionnaires, c'est parce que le marché, il a le pouvoir de financer, et on sait comment c'est important, n'est-ce pas? Et je voudrais vous montrer que ça ne tient pas. Alors c'est ce très beau graphique qui présente l'émission nette d'actions, c'est-à-dire qui mesure la capacité de financement réel des marchés d'actions. Parce que sur les marchés d'actions, on émet des nouveaux titres, mais n'oublions pas que toute une politique qui s'est développée avec le néolibéralisme pour faire en sorte que les rentabilités augmentent, a consisté à faire des rachats d'actions. Le rachat d'actions a été une nouvelle stratégie qui est très liée à la puissance financière parce qu'elle permet d'amoindrir le nombre des actions et donc de les valoriser d'autant plus. Donc pour payer des actionnaires, vous avez deux choix, soit vous offrez des dividendes, soit vous rachetez des actions. Et pour le cas américain, les rachats d'actions sont bien supérieurs aux émissions d'actions. Et c'est la courbe en noir, donc sur 2002-2007, où vous voyez que c'est le contraire, en quelque sorte. C'est l'économie réelle qui finance le marché des actions
parce que l'émission nette est négative. Il y a beaucoup plus de rachats d'actions que d'émissions. Ce qui veut bien dire, à mon sens, que la force du marché des actions, ce n'est pas du côté du financement, du pouvoir, ce que j'appelle le pouvoir créancier, mais elle est du côté de la valeur. C'est la question de pouvoir établir la valeur des actions et que la valeur des actions est au centre, devenue au centre de nos systèmes de valeurs et de référence du monde, qui fait qu'elle a cette importance considérable. Alors, pour les autres pays, vous avez donc la zone euro et le Japon, je ne vais pas développer, mais vous voyez que même pour les autres pays, si ce n'est pas négatif, c'est tout à fait minuscule par rapport aux autres financements qu'on obtient par la banque ou par le crédit. Donc voilà ma conclusion sur ces questions du pouvoir. J'en distingue donc 4. Ce que j'appelle le pouvoir capitaliste, c'est-à-dire le pouvoir qui découle de la propriété globale ou majoritaire du capital, donc c'est les familles, etc., etc. Le pouvoir du capital, celui qui le détient. Il y a le pouvoir du manager, il y a le pouvoir du créancier, de celui qui prête, et il y a ce nouveau type de pouvoir que j'appelle pouvoir de la liquidité, car elle est liée à la possibilité qu'ont les investisseurs institutionnels, s'ils ne sont pas contents à un moment donné par rapport à une stratégie des firmes, ce qu'ils ne se privent pas de faire, d'acheter et de vendre pour jouer sur, c'est-à-dire la liquidité, pour jouer sur la valeur des actions. Et c'est ça qui me semble le plus traditionnel. D'où ce nouveau capitalisme qui me semble être tout à fait illustré par cette phrase du secrétaire au Trésor Larry Summers qui a écrit: les marchés financiers ne sont pas simplement l'huile qui huile les roues de la croissance économique, ils sont les roues. C'est très intéressant, hein, cette citation. Donc désormais, ça c'est vraiment la vision. C'est plus parce que longtemps ça a été ça. On a pensé que la finance c'était l'adjuvant, ce qui permettait de faire fonctionner l'esprit d'entreprise, l'esprit innovateur des entrepreneurs ou du capital. Désormais, cette phrase nous dit non, c'est pas ça. C'est vraiment le cœur du problème. Ça aussi, c'est une autre citation du même type. On a peu de temps. Donc, ma troisième partie, c'est quelques remarques sur ces propres. J'ai évidemment pas trop de temps, mais quelques remarques sur ces propriétés de ce nouveau pouvoir de la liquidité, de ce rôle des marchés financiers dans la valorisation. Et ce que je mets en avant ici, c'est ce que je dis de profondes distorsions dans la répartition des revenus. Juste un point pour commencer, pour se mettre en appétit. Ici, vous avez les 3 grands secteurs de l'économie américaine. En haut, c'est le secteur industriel, manufacturier. Le deuxième, en trait plein, c'est le secteur financier. Et le troisième, ça doit être le tertiaire, oui, les services. Et ce que vous voyez ici, c'est que souvent on parle d'une tertiarisation de l'économie, mais en fait, le terme exact, c'est une financiarisation de l'économie. Ce graphique, quand je l'ai vu la première fois, je n'y croyais pas. Il nous dit que le secteur financier a pu accaparer plus de 40% de tout le profit de l'économie américaine. Si vous pensez par exemple à ce que ça représente en termes d'emploi, le secteur financier, c'est évidemment incomparable, vous n'avez pas du tout cette courbe, c'est incomparable en termes d'emploi par rapport aux services. Les services seraient bien plus grands en termes d'emploi ou le secteur manufacturier. Donc le fait que le secteur financier accapare 40% du profit, ça doit être d'ailleurs, il faut bien voir, c'est une année certainement un peu aberrante, mais qu'il est triplé entre la période qui était à peu près vers les 15% à une période où il est doublé, par exemple 30%, est déjà un point qui méritait d'être présenté. C'est le même graphique à gauche, hein, donc c'est toujours la part du profit. Et celui-là, il est intéressant parce que c'est le salaire c'est écrit, le salaire moyen dans la finance et l'assurance rapporté au salaire moyen du secteur privé. Et vous voyez à nouveau l'année 80 qui s'impose sans que je le veuille, hein, c'est les chiffres, je ne les trafique pas. Et vous voyez cette hausse. Et vous comprenez que c'est des distorsions prodigieuses dans toute l'économie. Je crois qu'il y a une réflexion à avoir sur ça. Ça veut dire
par exemple, en France, tous les ingénieurs, ou tout, j'exagère, mais il faudrait avoir des chiffres précis, mais disons, une grande partie des meilleurs, des ingénieurs les mieux formés, je prends le cas français que je connais le mieux, mais ça doit être vrai de beaucoup d'autres pays, des ingénieurs les mieux formés ont été dans la finance. Donc, parce qu'évidemment, les salaires, ils sont prodigieusement élevés. Donc, quand nous sommes confrontés à des problèmes comme ceux du réchauffement climatique, par exemple, tous les problèmes techniques que nous avons, est-ce que cette allocation de ressources qui fait que le savoir de connaissances techniques, mathématiques, il va être investi dans, par exemple, le trading haute fréquence, vous savez, ce trading où on joue sur des millisecondes, dont vous voyez que les effets sur la bien-être global sont quasiment nuls, pose problème. Hein, si vous comparez le salaire d'une infirmière et un salaire d'un trader haute fréquence, il y a un problème. Le capitalisme ne peut fonctionner que si il peut présenter un certain rapport entre la rémunération et les effets sur le bien-être. Dans des cas de distorsion de ce type-là, ça pose des problèmes, disons, éthiques, mais aussi ça pose des problèmes économiques. Et d'ailleurs, quand nous, en France, on est très marqués en ce moment par la comparaison avec l'Allemagne, mais une des causes, c'est que, effectivement, en France, on a quelque chose qui est du même ordre entre les salaires financiers et les salaires dans l'industrie, alors qu'en Allemagne, c'est pas le cas. Les salaires manufacturiers sont plus élevés que le salaire dans la finance, qui permet évidemment d'avoir une industrie beaucoup plus forte. Donc vous voyez, ce point est évidemment essentiel, parce que ça envoie des signaux, etc. C'est ce que j'appelais la distorsion que produit la financiarisation. Il me semble que c'est ça mon point, c'est qu'il y a un excès de financiarisation, évidemment, et qui produit ce genre de choses, a eu pour socle le fait qu'on a développé la consommation salariale. Et on dit ça, pourquoi on dit Ford? Parce que Ford était celui qui pensait qu'en augmentant les salaires, il pouvait augmenter ses propres profits, parce que les salaires nourrissaient sa propre demande. Donc ce cercle très particulier du capitalisme, on va le dire, il vient de Ford, et c'était le cœur du Fordisme, des 30 Glorieuses. Pourquoi on a eu une croissance aussi régulière? Parce que les gains de productivité allaient au salaire, ça c'est montré partout, et que les salaires nourrissaient la demande. Donc il y avait un mécanisme d'auto-entretien de la croissance, et qui allait dans le sens d'une amélioration constante du pouvoir d'achat et du niveau de vie. Donc il faut bien, on a vécu comme ça. Donc il y a eu ce modèle a fait que les inégalités ont décru, le pouvoir d'achat a augmenté, etc. Donc il y a eu, c'est une phase effectivement de bien-être. Or aujourd'hui, et qui est liée aussi évidemment au contrôle managérial dont je parlais tout à l'heure, puisque on voyait bien que le manager, je l'ai dit deux mots, mais il avait intérêt à ce que les groupes de travail dans les entreprises soient soudés, que l'habileté soit récompensée, etc. Donc il y avait des tas de choses qui allaient dans le bon sens. Le propre du capitalisme néolibéral, évidemment, est tout autre. Sa stratégie est une stratégie axée sur la valorisation boursière, sur la rentabilité, et donc considère les salaires comme des coûts, et donc conduit à une pression baissière constante sur les salaires. Et donc désormais, la productivité est accaparée du côté des profits. Alors, vous avez ce petit graphique qui représente le salaire par tête, à nouveau aux États-Unis, mais on pourrait le faire pour les autres pays, et la productivité par tête. Ce qui est assez visible, c'est qu'ici, c'est qu'au début, ça va ensemble. C'est ce que je disais, c'est la fin du Fordisme. Donc le salaire réel augmente comme la productivité. Et vous observez à nouveau, un peu plus que à peu près 80-82, l'écart. D'un seul coup, les salaires réels n'augmentent plus
comme la productivité. Donc il y a quelqu'un, c'est les profits qui l'emportent. Et ça nourrit, j'ai pas le temps de développer, mais ça nourrit évidemment des inégalités prodigieuses qui sont au cœur de nos économies et qui est, je pense, le deuxième problème massif de nos économies. Pour le voir, rien de mieux que les travaux de Piketty et de Seize, qui ont analysé en particulier toujours l'économie américaine, mais vous trouverez ça aussi dans d'autres. Ce graphique et d'autres sont prodigieux. Il s'agit on prend les 1%, d'ailleurs Stiglitz a écrit un livre sur cette question des 1% les plus riches. Vous prenez les 1% les plus riches et vous regardez la part du revenu qu'ils s'accaparent, c'est-à-dire la part du revenu ou qu'ils gagnent, pour être plus neutre, la part du revenu qui revient aux 1% les plus riches. Donc toute la période 33-73, en particulier la période des 30 Glorieuses, c'est une période où ça baisse. C'est une période donc où les inégalités, les 1%, dont on pourrait penser en stricte égalité qu'ils ont juste 1% du revenu, mais enfin bon, ça baisse de manière considérable, vous voyez, ça arrive à 9%. Et à partir, là c'est l'année, en fait vous retrouvez à peu près les mêmes années, hein. Ici le trait est en 74, mais on voit bien que c'est pas tout à fait exact. À partir de ces années-là, donc de la mise en place de cette nouvelle logique d'accumulation, vous avez cet éclatement vous voyez, les niveaux des inégalités sont revenus au niveau des années 20. Autre graphique de ce même genre, là c'est le revenu moyen, non pas comparé, c'est le revenu moyen. Donc vous prenez le revenu moyen, c'est la première courbe qui doit être, je suis daltonien, donc je ne peux pas vous dire la couleur, je crois que c'est bleu ou violet. Donc la courbe la plus haute, pour de vrai, hein, la courbe la plus haute, c'est le revenu des 1%. Donc vous voyez que, et en dessous, c'est le revenu des 90% les plus inférieurs de revenus. Vous voyez que sur la période fordienne, ça croît à peu près, ceux du bas croissent plus vite que ceux du haut. Ça explique pourquoi il y a 4,2% et 2,1%. Et vous voyez ici, là, d'abord, vous voyez deux choses. D'une part, que le revenu des 90% stagne à partir des années 75-80. Il y a une stagnation du pouvoir d'achat sur 30 ans du revenu moyen ici. Enfin, du revenu des 90%. Et celui des 1%, il augmente de 3,6%. Si vous prenez les 0,5%, c'est 4,1%, 0,1%, 5,3%, 6,3%, etc. Donc il y a une prodigieuse inégalité. Là, je ne peux que vous renvoyer au livre de Stiglitz qui s'appelle « Le prix de l'inégalité ». Je vais conclure. Il me reste 5 minutes. Donc voilà, le deuxième point, c'est la question de l'inégalité. Alors, j'avais une partie sur l'inefficience des marchés et les banques systémiques. Je dirais juste un mot sur les banques systémiques, parce que c'est intéressant. C'est de dire, un des problèmes aussi que nous rencontrons, c'est ces banques, on appelle banques systémiques. C'est un nouveau terme qui vient du G20. Les banques systémiques, c'est les banques qui sont capables, par leur taille, de faire sauter le système. Et donc, on en a répertorié, le G20 en a répertorié 29. Voilà, c'est les 29 banques systémiques et leur total du bilan, par exemple, c'est ce qu'a fait François Morin, un collègue, vous montre qu'il correspond le total du bilan de ces banques, c'est 46 000 milliards d'actifs qui correspondent d'ailleurs à peu près à l'endettement mondial. Mais ce que je voudrais vous montrer, c'est plutôt ce graphique-là. Il vous donne le total du bilan par rapport au PNB des pays. Et vous voyez qu'il y a plein de banques, comme vous le savez, on connaissait les banques islandaises qui avaient, enfin le système islandais qui avait 10 fois le PNB, mais vous êtes donc dans des banques qui ont un bilan qui est au niveau du PNB. Et ça pose évidemment un problème de contrôle de ces conglomérats et de ces masses. Parce que comment un État donc peut-il faire face à la garantie de ses dettes ou il y a là une bombe à retardement dans nos systèmes parce que d'une part on peut pas les laisser se mettre en faillite. Parce que si elles sont en faillite, l'économie s'écroule. Et d'autre part, on n'a pas les moyens de pouvoir, ou alors avec des sacrifices énormes, de pouvoir aller
les garantir. Et donc, pour conclure, je dirais que il me semble que cette question de la financiarisation et de la transformation de la... Donc, on a vu, disons, excusez-moi, on a vu dans un premier temps ce rôle de la finance, donc, qui me semble être objectif, c'est un fait. On peut discuter de son rôle positif et négatif. Donc moi je crois fortement à son rôle négatif et d'ailleurs aujourd'hui il y a pas mal d'études qui sortent même du côté de ce qu'on appelle le mainstream qui mettent en doute la capacité de la financiarisation à produire de la croissance. Il semble bien dans certaines études dont je pourrais vous donner les références, dans certaines études, il semble bien que l'augmentation de la financiarisation, c'est-à-dire du poids de la finance, en fait baisser la croissance. Bon. Mais plus fondamentalement, il y a tous ces effets de distorsion, d'inégalité. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est cette question, là on voit bien la question des pouvoirs, donc c'est la question des contre-pouvoirs. Il me reste 1 minute pour la question des contre-pouvoirs. Il me semble qu'elle est intense. Je dirais deux choses. C'est d'une part, il y a une question... Aujourd'hui, pourquoi ils sont si faibles? D'abord parce que le pouvoir est toujours, surtout celui-là, il est massif, mais pourquoi ils sont si faibles? Parce qu'il n'y a pas véritablement de modèle alternatif aujourd'hui. Je pense qu'à un moment donné, ça a été les perspectives socialistes ou communistes qui ont proposé un modèle alternatif quant à la propriété des moyens de production. Évidemment, ça existe toujours, mais ce n'est pas cette idée d'un modèle alternatif à cause de tout ce qui s'est passé avec le socialisme réel. Il me semble que la conception même de l'alternative est tout à fait insuffisante. Il y a un problème ici du mouvement social pour élaborer. On a eu plein d'exemples qui ont été donnés en particulier tout à l'heure sur les agriculteurs, les paysans, etc. Mais ça reste quand même, et surtout dans nos économies, ça reste tout à fait marginal. Il me semble que le mouvement salarial, il me semble qu'il faut attendre quelque chose des salariés dans nos États, ne proposent pas d'alternative. Ils sont plutôt sur un mode défensif, ce qui se comprend. Et donc je suis un peu, c'est ça, un peu pessimiste pour l'instant, parce qu'on est dans cette situation où on ne voit pas de modification très profonde, à mon sens, de la financiarisation. Évidemment, il y a certaines régulations, réformes qui ont été faites, mais elles me semblent tout à fait marginales par rapport à ce qu'il faudrait faire. Mais dans la mesure où je crois que ce qu'il faut faire, c'est quelque chose de très profond, c'est-à-dire d'une remise en cause de ce capitalisme financiarisé dont je vous ai montré qu'il était lié à un type de pouvoir, à des institutions, etc. Donc c'est massif. Donc il y a une question, à mon sens, d'une refonte très en profondeur, et on ne voit pas, à mon sens, les acteurs qui sont porteur pour l'instant de cette réforme. Merci.